Bonsoir, donc Frank Gehry, deuxième semaine, où nous retrouvons Frank Gehry de retour de France où nous l'avions laissé la semaine dernière. Je vous rappelle que Gehry a passé plusieurs mois en France. Je n'arrive pas vraiment à savoir combien, je dois fouiller dans des boîtes d'archives encore inaccessibles. En tout cas, il revient de France où il a, vous vous en souvenez, travaillé avec André Remondet, travaillé avec Robert Roussel, rencontré Anatole Kopp, rencontré également, non pas physiquement Le Corbusier, qui était encore vivant, mais rencontré l'architecture de Le Corbusier. Il retourne à Los Angeles et, dans un premier temps, il retrouve du travail à l'agence de Victor Gruen, où il avait déjà travaillé dans les années 50. Et je n'insisterai jamais assez sur l'importance de l'expérience chez Gruen. Je rappelle que Gruen avait été l'inventeur du centre commercial moderne, mais c'était aussi surtout ce que l'on commençait à appeler un urban designer. Et Gehry, qui était un bon dessinateur, qui avait beaucoup de capacités, s'est vite trouvé responsable de beaucoup de projets d'aménagement urbain, comme ce centre commercial de Rochester, qui est un ensemble urbain situé dans la ville et non pas en dehors de la ville ou contre la ville, auquel Gehry a contribué énormément. Il dira rétrospectivement, dans une conversation que j'ai eue avec lui il y a plus de 15 ans, que chez Gruen, il avait trouvé ce qu'il savait faire le mieux, c'est-à-dire faire des formes, comprendre comment les utiliser au service des fonctions, au service des usages, sans les vulgariser. Et effectivement, l'architecture commerciale de Gruen était une architecture qui devait répondre à des besoins quantifiés de surface, de règles de présentation de la marchandise, d'éclairage. Et chez Gruen, Gehry va rencontrer beaucoup de gens qui vont être ensuite ses compagnons, ses collègues, ses voisins, ses colocataires. J'aime beaucoup cette image où on le voit à droite avec un ballon de football et à l'autre bout, Gregory Walsh, qui sera son partenaire pendant plusieurs décennies. Jerry Cavanaugh, qui m'a donné cette photo, partagera un bureau avec eux. Et beaucoup de ces anciens de l'agence de Gruen seront associés à un titre ou à un autre dans les projets de Gehry. Ce qui est important chez Gruen, c'est qu'il rencontre une sorte d'école. C'est une agence, mais c'est aussi une école où il apprend à projeter dans des conditions de réalité, dans des situations urbaines concrètes, où il apprend à travailler avec les matériaux, et notamment avec les matériaux économiques. On va voir que c'est un des thèmes du début de son œuvre, travailler avec des matériaux à bon marché. Il apprend à travailler sur la lumière, qui est déterminante dans les centres commerciaux, mais aussi il apprend, et ce sera très important, notamment pour les projets qu'il mènera en liaison avec les programmes musicaux ou avec certains programmes plus techniques. Il apprendra aussi à travailler avec les ingénieurs, avec les acousticiens, avec tous les spécialistes et aussi avec les artistes, puisqu'il y avait toujours des œuvres d'art dans ces centres commerciaux, parfois pas très bonnes, mais néanmoins, cette interaction restera un élément fort de son travail. Revenu chez Gruen, il s'en échappe avec l'aide de son patron qui lui confie un projet, qui est le dernier projet qu'il va élaborer en rapport avec l'agence, mais de façon autonome, avec Carlos Diniz, qui est un dessinateur, un architecte, mais surtout un spécialiste des rendus, un perspecteur absolument extraordinaire. Ce projet est un projet assez atypique dans l'œuvre de Gehry. C'est un projet de resort, de centre de loisirs dans le sud de l'Australie, sur la baie de Port Phillip, à côté de Melbourne. Un projet qui est lancé par un promoteur privé. Les dessins ne sont pas de Gehry, mais j'en ai encore parlé avec lui récemment. Il est clair que la disposition pittoresque de ces maisons, de ce village au bord de l'eau, est un thème qui l'intéressait. J'ai déjà parlé très rapidement de son rapport à l'urbanisme pittoresque. Ce projet est vendu comme une sorte de portail, d'ouverture
vers une vie gracieuse, vers une vie élégante. Et en fait, c'est donc un projet tout simplement un lotissement dans lequel le golf est un élément fondamental, la marina, lotissement dans lequel Gehry s'intéresse beaucoup à la configuration des espaces publics. Vous voyez aussi un aspect important ici, qui est cette atmosphère méditerranéenne donnée par les pergolas et les toits de tuiles. Le travail sur les passerelles et sur les passages couverts est notamment, à mon sens, un écho de l'urbanisme commercial qui avait été réalisé par Gruen, des grands ensembles commerciaux de Los Angeles où les boîtes des supermarchés sont reliées par ce genre de passerelle. Le projet ne se fera pas, ou en tout cas il se fera sous une forme purement spéculative, sans que Gehry continue à être engagé. Il cherche donc des commandes à Los Angeles et va, comme tous les jeunes architectes du monde, attraper à peu près tout. Et donc, je vous passe certains de ces projets non aboutis, mais j'insiste sur certains de ceux que je trouve pittoresques. Ainsi, ce projet d'aménagement, de réaménagement de la maison de deux chanteurs country, dirait-on aujourd'hui, Joseph Marais et Rosa de Miranda, qui sont tous les deux connus à l'époque pour, vous voyez, un de leurs disques pour chanter les chansons du bush sud-africain et qui était très présent sur la scène musicale de Los Angeles. Donc c'est un petit projet, mais vous voyez à nouveau, et je vais y insister aujourd'hui, vous vous souvenez des day rooms de l'armée, vous voyez à nouveau l'aspect japonisant, en tout cas de l'extérieur de la maison, qui est le seul dessin que l'on ait qui a été conservé, notamment ce portail japonais avec cette poutre à claire-voie qui s'appelle Ranma en japonais et que l'on va rencontrer dans pas longtemps à nouveau. Vous voyez aussi ce petit carillon. Gehry se souvient avoir essentiellement réalisé l'aménagement intérieur, mais pas la petite tour. Donc c'est une petite commande, prélude à un projet plus important qui va être, après la maison Steves que l'on a vu la semaine dernière, qui va être le premier projet significatif, visible, de Gehry et Walsh, toujours en association avec Walsh à Los Angeles. C'est un bâtiment apparemment anodin, situé dans un quartier résidentiel dénommé Ocean Park à Santa Monica, sur une parcelle rectangulaire assez banale. Je vais m'efforcer, en présentant ces projets, d'entrer dans le détail de leur fabrication et de leurs conditions de production. Il n'y a pas, pour ce premier projet, de croquis d'études. Tout ce que l'on a, c'est une perspective et une espèce de caricature. Mais vous voyez d'emblée que ce bâtiment est assez particulier. C'est un grand volume parallélépipédique sur lequel est collée, en tout cas du côté de la rue, mais aussi à l'intérieur, une toiture en pente. Le client, et c'est très intéressant pour comprendre les débuts de l'activité de Gehry, est un promoteur assez modeste qui s'appelle Wesley Bilson, qui est un ami de la sœur de Gehry. Et donc c'est une entreprise qui est lancée dans le cadre de ce développement du West Side de Los Angeles où beaucoup de membres de la classe moyenne juive qui ont des professions libérales ou qui font des petites affaires se lancent dans cette période. Gehry lui-même met un peu d'argent dans le projet, il travaille avec un groupe d'autres d'amis et d'ingénieurs, donc c'est presque un projet familial. Ce qui est important dans ce bâtiment, c'est qu'il essaye de négocier la transition entre ce qu'est le quartier à l'époque. C'est un quartier de bungalows, comme celui que vous voyez en haut à gauche, comme une grande partie de Los Angeles, une ville qui a été construite depuis la fin du XIXe siècle à l'origine avec des maisons individuelles qui étaient des bungalows en bois, donc comme celui que vous voyez à gauche, qui n'est pas situé dans le même quartier, et c'est une ville dans laquelle, depuis 1950 environ, se développaient ces constructions d'immeubles collectifs que l'artiste Ed Ruscha, dont je parlerai plusieurs fois aujourd'hui, a rendu compte dans son petit livre mémorable de 1965, Some Los Angeles Apartments. Donc, ce sont ces immeubles sans qualité particulière, si ce n'est en général un accent rhétorique sur l'entrée. Celui-ci, vous le voyez, a un nom assez cocasse, Fountain Blue.
Donc ces immeubles s'appellent des dingbats et ils vont être commentés notamment dans le livre de Rainer Banham sur Los Angeles, dont je parlerai plus avant. Donc que font Gary et Walsh dans ce projet? Au fond, ils utilisent le toit en pente du bungalow pour camoufler une grande boîte à chaussures telle que celle-ci. Mais c'est une boîte à chaussures qui est malgré tout beaucoup plus subtile. Et vous voyez ici quelques-uns des dessins impubliés retrouvés dans les archives qui vous montrent le plan général du bâtiment avec ses deux toitures sur la rue et à l'arrière. Ici, l'élévation latérale, vous voyez qu'il y a une cour ouverte. Dans cette cour, des escaliers qui desservent ces logements. Intéressants pour quelle raison? À cause d'une certaine fluidité interne et aussi à cause de ces cuisines qui sont en porte-à-faux sur le passage, en tout cas dans les niveaux supérieurs. Vous voyez ici ces cuisines que l'on soupçonne sur la façade ici, au deuxième étage. Voilà, donc c'est un projet qui est un projet sans ambition monumentale, mais qui essaye de résoudre un problème qui est celui du début de la densification de ce quartier de Santa Monica. Dans le dossier que Gary enverra à l'American Institute of Architects pour avoir une médaille, qu'il n'aura pas cette fois-ci, il écrit, je cite, ce quartier particulier est une zone de transition dans laquelle se trouvaient des maisons magnifiques. Il a subi depuis plusieurs années une détérioration générale dans laquelle beaucoup de ces maisons ont été découpées. Chaque appartement ici, donc il commande son projet, a une cheminée et isolé phoniquement des autres et a un espace extérieur privé. Le bâtiment est conçu, c'est ça qui est important, pour s'harmoniser avec les formes traditionnelles de l'architecture du quartier. Voilà le seul dessin un peu complexe que j'ai pu retrouver, qui est un dessin difficile à attribuer. Gary pense que c'est Walsh. Walsh lui-même n'en est pas très sûr. Montre ce bâtiment sur son soubassement, l'allée. Gary dira plus tard de ce bâtiment, quand il a été fini, les gens ont pensé que l'on avait restauré une vieille maison. Donc le mandat, qui était un mandat d'intégration, est assez bien respecté dans ce projet. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont les appartements sont disposés. Donc, je ne veux pas entrer dans le détail du plan. Il y a 6 appartements par niveau, assez compacts, avec beaucoup de services. Ce qui est intéressant, c'est leur traitement intérieur. Et voici 3 photos qui nous montrent de quoi il s'agissait. Donc, des intérieurs blancs dans lesquels les éléments de la charpente, de la structure en bois, sont lisibles, ils sont blancs eux aussi, contrairement à ce qui va se passer dans d'autres projets. Et vous voyez apparaître cette fameuse traverse japonaise, la ranma, qui n'est pas soulignée de manière excessive, mais qui vient cadrer les transitions, les passages entre salle à manger et séjour dans un espace qui, comme vous le voyez, est saturé des meubles scandinaves, des meubles danois qui sont à la mode à l'époque. Ce qui est intéressant, oui, il y a des portes coulissantes, il y a donc une grande flexibilité à l'intérieur de ces appartements, dont les éléments les plus significatifs, les éléments centraux, sont les cheminées. Et j'aime particulièrement cette vue d'angle qui nous montre le bâtiment posé sur un soubassement en bloc de béton, en parpaing, très, très brutaliste. Dans le même temps, vous voyez bien que l'illusion est dénoncée. Il n'y a pas de tentative pour faire croire que ce toit est un toit nécessaire. Vous voyez qu'il s'agit d'une espèce de chapeau qui a été posé sur la boîte. Et ce détail étant particulièrement intéressant, dans lequel le chapeau percute, je dirais, le bloc de la cheminée qui vient caler le reste de la façade. Donc c'est un premier bâtiment assez complexe pour son modeste programme, qui va être assez violemment attaqué par certains critiques, notamment Esther McCoy, qui est une des principales critiques d'architecture de Los Angeles à ce moment-là, et qui avait travaillé avec Schindler, qui était un partisan du moderne de Schindler, et qui trouve que cette maison
est un compromis sans principe, alors qu'il y a malgré tout dans tout cela une certaine ironie. Ce qui est amusant aussi, c'est que Gehry, dans le même temps, est félicité par le maire de Santa Monica, qui lui dit, message très politique, que c'est un exemple exceptionnel de ce que la libre entreprise peut réaliser dans un secteur d'activité où des promoteurs et des architectes éclairés accepteront le défi de l'architecture moderne. Créer des bâtiments qui ne vont pas simplement vers les besoins économiques des constructeurs, donc des promoteurs, mais qui aussi répondent aux besoins de la population. Donc un premier projet qui n'aura guère de lendemain localement. Dans la même famille, j'évoquerai un seul autre bâtiment de Gehry, les Kenmore Apartments, qui sont une variation sur le thème des dingbats, des grands immeubles, assez habiles dans sa composition. Vous voyez qu'il s'agit d'un îlot. Les constructions à Los Angeles ne sont jamais, notamment depuis les années 20, ne sont pratiquement jamais mitoyennes, sauf dans des conditions très précises. Et donc c'est un immeuble isolé avec une cour rectangulaire dans lequel une circulation fermée distribue les logements qui sont d'assez petits logements. Un projet qui n'est pas en bois cette fois-ci, mais en béton armé, et non, pardon, excusez-moi, il est en bois, je me trompe, celui-ci il est en bois, et qui montre que l'agence de Gehry et Walsh avait un certain avenir dans le domaine de la construction d'immeubles collectifs. Il se trouve qu'elle ne continuera pas sur cette voie, en dépit de beaucoup de tentatives que je ne vous présente pas. Pour être bref, j'en présente une seule parce que je trouve le dessin assez intéressant, qui est, dans ce cas, un bâtiment en béton armé qui était conçu pour Newport Beach, qui est une ville qui se trouve tout au sud de l'agglomération de Los Angeles. Et vous voyez que le système de la façade de Hillcrest, l'immeuble qu'on a vu auparavant, les grands volumes des cheminées, ici il y en a au rez-de-chaussée, donc 3 niveaux, viennent recouper les balcons linéaires de ce bâtiment qui a plutôt une façade sympathique et ouverte et qui se serait organisé à l'arrière de façon mystérieuse, puisqu'apparemment le projet a été abandonné assez rapidement. Alors, un projet d'un autre ordre et qui est très important, comme tous ceux que je vous montre maintenant, un jalon assez significatif dans l'œuvre de Gehry. Wesley Bilson, dont je viens de parler, le promoteur de l'immeuble Hillcrest, mais j'insiste sur ces liaisons pour bien vous montrer que Gehry, au début de sa carrière, travaillait avec un tout petit groupe de clients qui étaient tous liés entre eux, et que c'était par recommandation de l'un à l'autre, comme souvent le font les jeunes architectes et même les vieux, qu'il a construit son œuvre. Alors, dans ce cas, il est invité à construire les bureaux et l'entrepôt de la branche locale californienne de Kay Jewelers, qui est une entreprise de production et vente de bijoux d'assez médiocre qualité, je dirais, pour le grand public, qui opère à l'échelle de l'ensemble des États-Unis. Wesley Bilson, dont j'ai déjà parlé, l'ami de la sœur de Gehry, s'était marié avec la fille du patron de cette filiale de Los Angeles, Harold Tratner, et présente à Tratner Gehry, qui réalise les bureaux de la firme et 2 boutiques. Donc c'est un premier projet commercial, et j'insiste à nouveau sur ce background, sur cette expérience commerciale antérieure de Gehry. Ce bâtiment est vous le devinez déjà, est une excellente expression de l'intérêt de Gehry et Walsh pour le Japon. Et c'est ce que commande d'ailleurs la revue locale Architecture West, qui dit, je cite, en cherchant à humaniser les bureaux et leur aspect, l'architecte a découvert que le président de cette filiale avait des souvenirs très émus d'un voyage récent au Japon. Donc, un jardin japonais, mais ce n'est pas que le jardin qui est japonais, vous allez voir. Donc, dans un premier temps, si on suit la séquence du bâtiment, vous voyez qu'il se trouve sur Fairfax Avenue, qui est une grande voie de Midtown Los Angeles, donc un jardin qui
va ensuite se développer de façon plus ambitieuse que dans ce dessin. Les bureaux eux-mêmes, avec leur cloisonnement, et un grand entrepôt derrière dont on n'a aucune photo. Vous voyez le bâtiment principal à travers le jardin, avec ce grand portique constitué par des cylindres. C'est une évocation abstraite d'une colonnade. Les chapiteaux sont des blocs, les colonnes elles-mêmes sont des tubes utilisés pour couler des piliers de béton armé. Ici, un premier dessin vous montre l'idée initiale qui était d'avoir un jardin fermé qui par la suite sera, dont le mur par la suite sera raboté. Bref, vous voyez ici la façade principale de ce bâtiment. Et ce qui est important, c'est à la fois le jardin, dont voici des détails. Vous voyez que ce jardin assemble des pièces d'eau, des bambous et autres plantes crédiblement japonaises, et aussi des assemblages de rochers qui le sont encore plus. Donc une petite citation, un micro-paysage japonais à l'extérieur. Et à l'intérieur, rappelez-vous des day rooms de l'armée, un travail bien plus avancé sur l'introduction de thématiques japonaises dans les intérieurs. Gary travaille donc avec des écrans. Évidemment, ce ne sont pas des shoji en papier, mais ce sont des parois coulissantes. Il travaille aussi, il introduit aussi ces traverses qui s'appellent nageshi, qui sont des espèces de poutres qui relient les éléments verticaux. Donc il y a une connaissance assez précise de l'architecture japonaise qui aboutit à cette sorte de parodie assez convaincante en définitive. Donc c'est un projet qui sera lui aussi assez salué par la presse locale. Pour la même entreprise, pour Kei, Gary travaille aussi à élaborer les boutiques. Et ce sont ces croquis que j'ai retrouvés dans ces archives sont tout à fait intéressants. Alors, sans doute des croquis à quatre mains. On voit qu'une partie du dessin est faite par quelqu'un qui se trouve de ce côté-ci, qu'une autre partie est faite par quelqu'un qui se trouve de l'autre côté. On imagine Gary et Walsh échangeant et travaillant sur ces petites boutiques insérées dans des centres commerciaux, où vous voyez une très grande attention à l'agencement de la façade, à la visibilité sur l'espace public de la marchandise dans les vitrines, une grande attention à la typographie. C'est un travail très, très sérieux qui doit beaucoup à ce que Gary a appris d'un des associés de Grun, Rudi Baumfeld, qui, comme Grun, venait de cette culture commerciale et décorative viennoise. Gary dira que l'arrangement et les modules des vitrines à l'intérieur des boutiques étaient déterminés par l'entreprise et que donc la latitude dans le projet était entièrement dans les détails et qu'il a travaillé dans les détails comme s'il faisait de la menuiserie intérieure d'un appartement grâce à un ébéniste finlandais qui a réalisé ses vitrines et ses comptoirs. Alors, c'est sans doute plus réussi sur la vue de gauche que sur la vue de droite, mais nous avons ici affaire à un travail extrêmement précis dans lequel aussi la lumière est une composante importante du projet. On verra par la suite comment, à partir de ces toutes petites expériences, Gary travaillera à d'autres projets commerciaux plus amples. Autour de 1965, vous le voyez avec l'article de droite de la revue Designers West, où les architectes accrochent leur chapeau, l'agence de Gary et Walsh prend une visibilité en tant que telle. Et j'aime particulièrement, il est intéressant de voir comment Gary, qui dans toute sa carrière sera toujours attentif à la manière dont il se présente, à la manière dont il est photographié, à la manière dont il est, comme l'ont été avant lui Frank Lloyd Wright, Le Corbusier et beaucoup d'architectes, vous voyez la manière dont il entend se présenter comme un professionnel sérieux, ici discutant avec son associé devant quelques plans de ces bâtiments. Donc cette première agence est une agence dans laquelle d'autres intervenants sont actifs, un urbaniste, un designer, et dans cette agence dans laquelle se met en place la collaboration entre Walsh, que j'ai qualifié de Pierre Jeanneret
par référence à l'associé de Le Corbusier, et Gehry. Walsh écrira à ce propos: « Quand nous travaillions ensemble, Frank avait pratiquement toujours les idées conceptuelles. J'étais presque toujours celui qui les développait, mais il y avait des recouvrements dans les deux directions. Et c'était pratiquement toujours les clients de Frank. J'étais un dessinateur, j'étais très mauvais pour faire des modèles, mais je faisais des très beaux dessins, je dessinais avec de la couleur et beaucoup de crayons. » Donc, très lucidement, Walsh définit quelle a été sa place. Et il est intéressant de voir dans certains projets très modestes comment le bureau travaille, avec quelle énergie il travaille. Ici, c'est un projet d'immeuble de bureau pour Santa Monica, que l'on retrouve d'ailleurs sur le mur de l'agence, et qui est un projet pour lequel des quantités de façades sont mises au point. Un projet qui était censé avoir une structure de béton. Une autre image nous montre, par exemple, sur cette maquette, la très robuste structure de béton. Le plan est un plan assez ingénieux, parce qu'assez ouvert. Vous voyez qu'il y a des supports sur les côtés et que chaque niveau est un niveau ouvert à tout type de cloisonnement, les services étant rejetés sur une bande latérale. Donc c'est un immeuble assez intelligemment pensé pour être loué à des entreprises différentes. Et vous voyez le travail sur la façade, qui est un travail qui explore toutes les techniques possibles d'utilisation du béton sablé, béton bouchardé, en écho au projet que fait à New York et en Nouvelle-Angleterre Paul Rudolph à ce moment-là. Ici, nous voyons donc la maquette et le rendu final fait par Dennis, cet architecte et dessinateur avec qui Gehry travaille à plusieurs reprises. Donc le projet échoue et c'est avec un autre projet commercial que véritablement Gehry engage un rapport tout à fait créatif avec le paysage de Los Angeles, décide de répondre au paysage urbain de Los Angeles. Ce projet, c'est l'extension et la surélévation de la boutique d'une petite entreprise de fabrication de chrome, de fabrication de pare-chocs en acier chromé, etc. Une petite fonderie aussi, et qui se situe sur Santa Monica Boulevard, qui est un des boulevards de Los Angeles où on trouve encore une très grande quantité de ces maisons cubiques. Dans son livre de 71, fondamental pour la compréhension de Los Angeles, Rayner Banham explique: quiconque veut commencer à comprendre visuellement Los Angeles doit accepter ou même célébrer la présence normative de ces bâtiments répétitifs. Le cube enduit en plâtre, ici celui de droite a été peint en vert, le cube enduit en plâtre a créé une solide base vernaculaire à partir de laquelle une architecture plus consciente peut se développer. Et c'est ce que Gehry va faire avec ce projet. Le propriétaire de l'entreprise, qui s'appelait William Kermin, était un ami de Frederick Usher. Vous voyez, beaucoup de personnages nouveaux apparaissent dans mon récit. Usher était un collègue de Gehry chez Gruen. Donc dans ce cas, ce n'est pas par le réseau familial, c'est par le réseau des anciens de Gruen que la commande arrive. Et Gehry et Walsh travaillent énergiquement à essayer de construire un nouveau bâtiment au-dessus du bâtiment existant sans interrompre la production. Vous voyez, une superposition entre un travail qui reste un travail minimal au niveau du rez-de-chaussée et un travail plus déterminé pour essayer de trouver une nouvelle enveloppe. Et vous voyez, cette recherche faite dans les croquis qui sont plus ou moins bons, celui-ci est assez maladroit. Vous voyez, une recherche qui est faite dans deux sens. D'une part, essayer de lier, un peu comme le faisaient les traverses japonaises que l'on a vues, de lier le bâtiment au garage, avec cette traverse sur le côté, et surtout l'idée de percer des fenêtres intéressantes, ou en tout cas relativement originales, sur le boulevard en gardant la forme cubique. Et donc ça, c'est la recherche, et le résultat
est un résultat d'une très grande simplicité dans laquelle cette espèce de l'utilisation de la fenêtre en longueur, qui est un des clichés du moderne européen, est abandonnée. Simplement, Gehry exprime ce que je dirais l'essence de ce que l'on appelle à Los Angeles la dumb box, la boîte bête, qui est véritablement la brique de base avec laquelle, comme l'écrit Banham, sont construites les rues de la ville. L'intérieur est difficile, le bâtiment est détruit depuis quelques années, l'intérieur est très difficile aujourd'hui à décrire parce qu'il n'y a guère de documents. On trouve par exemple ce croquis axonométrique qui est une étude sur le mobilier, qui reprenait aussi des thématiques japonaises, comme l'écrit un critique. À Face Plating, il y avait des bandes de bois en haut et en bas des murs de l'enveloppe. Dans la salle de conférence, la table était posée sur des gros blocs de bois. Il y avait des écrans shoji coulissants. Donc, en fait, l'extérieur était la boîte bête. L'intérieur avait, comme Gehry le dira lui-même, un sens de la matérialité japonaise associé à nouveau avec des matériaux, avec des mobiliers scandinaves et notamment danois. Alors, prochaine étape, et là nous rencontrons à nouveau Reyner Banham, c'est le bâtiment décisif dans ce cycle, le premier, il y en a peut-être encore un ou deux autres, mais c'est un des bâtiments décisifs dans ce cycle de la vie de Gehry. C'est la maison et l'atelier d'un graphiste du nom de Lou Danziger. C'est ainsi que je me souviens avoir découvert pour la première fois l'œuvre de Gehry dans le livre de Banham, publié en 1971, dans lequel il présentait ce bâtiment. Il écrivait « Ce qui est important et frappant est la manière dont cette enveloppe élégamment simple non seulement réaffirme la validité de la boîte enduite comme architecture de Los Angeles, mais le fait d'une manière qui peut résister à l'attention et à la critique internationale. » Donc, ce que dit Banham, ce qu'écrit Banham, c'est que Gehry retrouve finalement la démarche esthétique qui avait été celle plus que celle de Neutras, celle de Schindler, dans ses projets des années 20 et 30. Ce bâtiment est absolument décisif dans l'ancrage de Gehry, aussi dans la communauté artistique de Los Angeles. Alors, le client, Lou Danziger, est un graphiste tout à fait reconnu à l'époque. Voilà quelques-unes de ses productions, qui d'abord donne la commande à Usher, dont j'ai déjà parlé, ce collègue de chez Gruen, de Gehry et Walsh, qui se déclare incompétent et qui va chercher ses camarades. Rétrospectivement, comme vous le savez, la victoire a 100 pairs et la défaite est orpheline. Danziger, rétrospectivement, s'attribuera une partie du crédit du projet. Il écrira « Je me suis assis, immodestement, je me suis assis, j'ai dessiné un plan et fait une petite maquette en bois de mon projet, essentiellement le concept de base avec 2 cubes décalés. J'ai apporté le modèle à Frank et je lui ai dit « Est-ce qu'on peut faire ça pour $30 000 en 3 mois ?» Frank a regardé et a dit oui. Voilà, c'était comme ça à l'époque. Je lui avais donné le schéma de base, mais il a fait des choses formidables avec. Gehry n'a pas du tout la même hypothèse et au contraire raconte, et Walsh raconte qu'ils ont vraiment travaillé et imaginé le bâtiment. Beaucoup de croquis, et notamment ces croquis que personnellement je trouve extrêmement intéressants, qui montrent le développement d'une série de variantes. Ce qui est important ici, c'est le dédoublement du bâtiment. Le dédoublement du bâtiment. Et Walsh écrira à ce propos, ce fut une grande épiphanie pour moi quand nous avons séparé les 2 éléments, la maison et le studio. Pour la première fois, nous avions 2 objets sur un même site. Et donc, ensuite, tout le jeu va consister à différencier les 2 parties du bâtiment. Quand on regarde ces bâtiments, on ne peut s'empêcher, en tout cas je ne puis m'en empêcher, de regarder par exemple le travail de Gill, qui était un élève de Sullivan et qui avait été actif à Los Angeles
à partir de 1910, et vous voyez que Gill avait imaginé des maisons qui semblent être très proches de celles de Style aux Pays-Bas, et qui en tout cas, presque littéralement, correspondent à ce que montre ce projet. Le projet se développe de manière extrêmement complexe. Il y a énormément de dessins dans ce cas. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les murs apparaissent comme des espèces d'éléments très solides. Vous les voyez ici, les murs ont une épaisseur entre lesquelles s'organisent, notamment se glisse, coulisse la partie domestique, la partie résidentielle et la partie professionnelle avec cette grande table de travail et à chaque fois une petite cour. Donc tout le travail va consister à définir les échelles, les proportions de ces éléments. Un autre exemple ici du travail qui est fait et qui est assez remarquable aussi, c'est la recherche de formes particulièrement adaptées d'éclairement, notamment pour le studio, avec ici des verrières orientées plutôt au nord, avec des grandes fenêtres. Je vais revenir à cela. Et vous voyez ici cette étape dans laquelle des variantes de volume plus ou moins perchées sur des poteaux apparaissent, qui seront en définitive abandonnées. Gary écrira plus tard, assez tard, dans les années 80, je travaillais sur l'idée de la connexion, de l'assemblage des éléments ensemble, d'une manière tout à fait semblable à ce que je fais encore 20 ans plus tard. Je suppose, déclarait-il en 84, qu'on a seulement une idée dans sa vie. Un grand travail aussi sur les perspectives. Ici, vous voyez ces perspectives qui permettent, encore une fois, de caler les volumes et les espaces extérieurs. Ici, le garage ou un petit patio. Un des problèmes de ce projet étant l'existence ici de Melrose Avenue, qui est une voie très, très bruyante. Et donc, il a fallu trouver des solutions pour essayer de protéger l'intérieur du bruit. Travail important aussi sur le béton, et je voudrais souligner cet aspect de ce bâtiment. Gary et Walsh voulaient absolument utiliser le béton qui était à l'époque employé pour construire les ponts d'autoroute. Et donc, une sorte d'hommage aux infrastructures de Los Angeles, mais ils n'ont pas pu trouver d'entrepreneurs qui acceptaient de le faire. Et ils ont donc travaillé avec ce tunnel mix, ce mélange pour les tunnels, en demandant à un entrepreneur qui était un spécialiste du plâtre de l'utiliser et en faisant des expériences dans le garage d'un ami artiste à Venise. Donc le bâtiment est en fait en bois, il est en ossature de bois avec du béton projeté sur les deux faces de manière à proposer, à réaliser une bonne isolation thermique et phonique. Gary travaille cependant dans plusieurs directions. La première, ce sont des dessins certifiés de lui. Il travaille à introduire la couleur. J'aime particulièrement ces dessins qui montrent des transparences vers l'intérieur du bâtiment. Et ici, la mise à nu, vous voyez, la mise en évidence de l'ossature à l'intérieur, donc de ces planchers en bois visibles portés par des murs en béton. Voici le plan réalisé en définitive avec la partie professionnelle, le studio ici, l'habitation et ici un patio devant l'habitation et un garage devant l'ensemble. La partie professionnelle à un seul niveau, la partie d'habitation à deux niveaux. Très important dans ce projet, un aspect très important dans ce projet, c'est la lumière. Gary va travailler de manière extrêmement rigoureuse à la lumière en évitant le cliché de la verrière plein nord des ateliers d'artistes. Il écrira « J'étais préoccupé ici avec la lumière naturelle et je m'intéressais au mélange, à la combinaison de la lumière chaude et de la lumière froide dans un atelier d'artiste. Je m'opposais aux verrières uniquement orientées au nord et donc j'ai composé la lumière qui venait par les murs et par les verrières
de façon à ce qu'elle ne soit pas envahissante, mais mélangée au-dessus du niveau de la vision. Alors voilà le bâtiment terminé à gauche. Vous en avez deux visions, une à l'époque, une tel qu'il était en 81 lorsque je l'ai découvert, et ici à droite une hypothèse que je risque qui est celle de l'impact que ce bâtiment a eu sur les jeunes artistes de Los Angeles de l'époque, David Hockney, donc qui avait une trentaine d'années et qui a réalisé cette lithographie sur Melrose Avenue, présentant ce cube gris, par ailleurs dans un cadre doré, la vanité de la culture de masse de Los Angeles. Et à mon sens, c'est un hommage assez clair à ce bâtiment. En tout cas, Gehry se souvient que c'est ce bâtiment dont voici l'intérieur, avec donc la charpente apparente, ici les verrières qui apportent une lumière haute, qui se compose avec celle de l'autre côté, et ce qui finit par arriver à Danziger est montré par le billard au premier plan. Il installera un billard et il abandonnera complètement le design graphique pour devenir un professionnel de ce jeu. Gehry rappelle à ce propos, quand le bâtiment était en construction, j'ai vu ce type cinglé qui passait tous les jours sur le chantier. Il s'agissait d'Ed Moses, cet artiste. Chaque fois que j'allais sur place, il y avait quelqu'un de différent. Moses avait diffusé parmi ses artistes l'information sur la construction de ce bâtiment, et c'est comme ça que j'ai rencontré Ken Price et Billy Albankston, deux artistes locaux vint aussi le voir. J'ai rencontré beaucoup d'artistes à cette période parce qu'ils venaient regarder à mon bâtiment en construction. Et donc c'est intéressant de voir comment il y a sans doute une petite part apocryphe ou un peu reconstruite dans ses souvenirs, j'y reviendrai sans doute. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là, et en conjonction avec ce projet, que Gehry commence à fréquenter les artistes. Et c'est donc la première relation qu'il a avec eux, la fréquentation, l'amitié, notamment l'amitié nocturne et dans les mondanités Los Angeles. Et la seconde, ce sera les installations, les expositions, et la troisième, ce sera les commandes des artistes. Alors ici, le Los Angeles County Museum, qui est la grande institution active dans cette période à Los Angeles, qui ouvre en 1965. Vous voyez en haut ce célèbre tableau d'Ed Ruscha qui se moque de ce bâtiment en le montrant à peine réalisé et déjà en flammes, je dirais, mais ça ne marche pas complètement en anglais, qu'il est flambant neuf. Et en bas, vous voyez Gehry et un groupe d'artistes de Los Angeles, dont Bankston, dont je vais reparler, à l'inauguration d'une exposition en train de faire les fous dans le musée. C'est au musée du comté de Los Angeles que Gehry et Walsh réalisent leur première exposition en 1965, Trésor d'art du Japon. Et c'est un projet tout à fait fondamental pour eux, dans lequel ils mettent en œuvre leur connaissance du Japon, mais aussi d'autres types de savoirs qui sont les savoirs acquis chez Gruen. L'idée d'organiser le cheminement des consommateurs dans un supermarché. Donc vous voyez ces plans qui sont la réflexion sur le parcours dans l'exposition. C'est une exposition en gros, qui suit un fil chronologique au travers de toutes les époques de l'histoire du Japon et qui tourne autour d'œuvres particulièrement importantes, de bronze, d'armure, d'un ensemble de kimonos qui en constituent l'élément déterminant. Vous voyez ici un travail par ailleurs sur les systèmes et sur les éclairages. La revue Arts and Architecture considère à cette époque une installation qui évoque l'image des temples et des maisons de thé dans lesquelles les œuvres étaient vues initialement. C'est ce qui fut considéré comme étant la meilleure réponse au problème. Mais ensuite, évidemment, les choses s'arrêtent là et c'est une création tout à fait différente qui est proposée. Ici, vous voyez ce travail sur l'élévation, les panneaux qui sont des panneaux en partie suspendus et dans lesquels on retrouve ce langage des traverses en bois, mais ce n'est plus une imitation des maisons japonaises, et la manipulation de la lumière autour de ces objets posés dans le gravier. Donc un projet qui va être extrêmement important, qui va faire de Gehry et Walsh des scénographes invités
par la suite a travaillé sur d'autres expositions, celles des œuvres, des sculptures de la collection de Norton Simon, qui est un des parrains, un des mécènes du musée, qui va par la suite passer avec sa collection du côté de Pasadena, où il construira un musée qui porte son nom. Vous voyez ici ce dessin que je trouve tout à fait intéressant, qui est la présentation des 4 dos de Matisse pour cette exposition des sculptures de Norton Simon, qui étaient essentiellement des sculptures de Lipchitz, de Mayol, de Rodin et de Moore. Donc un travail très précis autour de des sculptures. Dans le même temps, Gehry fréquente les artistes qui tournaient autour de la galerie Ferus de Los Angeles, qui est une galerie extrêmement centrale dans la vie artistique de Los Angeles. Et il va être en contact direct avec l'un de ces artistes, qui est Bankston, pour une autre exposition au LACMA. Mais entre-temps, et j'insiste sur... Oui, d'autres artistes ont un rôle important pour lui. Par exemple, Larry Bell, qui travaille avec des volumes en verre ici et qui va le conseiller pour certains de ses projets, j'y reviendrai. Il est aussi très fortement marqué par une exposition, parce qu'il commence à aller régulièrement à New York, par cette exposition absolument fondamentale du Jewish Museum, intitulée Primary Structures, structures primaires, qui est la première manifestation de groupe des minimalistes. Et il parlera notamment beaucoup de cette œuvre de Carl André, Lever, qui est un assemblage de briques que André prétend avoir installé au téléphone. Et cette anecdote, pouvoir commander une œuvre d'art au téléphone, va beaucoup frapper Gehry. En attendant, ce qui est important, c'est l'exposition Bankston, la première exposition d'art moderne, pour laquelle Gehry commence par crayonner des images, sans doute pour le parcours de l'exposition, qui ressemble furieusement aux œuvres de Bankston, qui fait des compositions abstraites avec différentes dimensions symboliques. Et en définitive, l'exposition est remarquable à cause de sa matérialité, à cause des éléments utilisés par Gehry, qui n'a pas d'argent et qui utilise des matériaux trouvés, et notamment de la tôle ondulée et du contreplaqué, pour occuper les galeries du musée. Un des aspects extrêmement importants ici de cette scénographie, vous voyez un dessin dans lequel on voit se dessiner on sent se dessiner le parcours de l'exposition, qui était une sorte d'appartement sans porte, dans lequel, très important, les panneaux de bois faits d'éléments structurels couverts sur chaque face par du contreplaqué avaient été mis à nu. Donc c'est sans doute la première fois que Gehry, dans ce genre de situation, met à nu l'ossature de bois, un thème que l'on verra de manière bien plus affirmée par la suite. Un projet se rattache à l'exposition Bankston, c'est cette grange construite à San Juan Capistrano, localité située au sud de Los Angeles, pour laquelle Gehry utilise la tôle ondulée. Il utilise la tôle ondulée. Il dira plus tard que c'était à l'instigation de cet ami artiste Ed Moses qui l'utilisait pour un studio qu'il se faisait à Venise, mais quand on regarde les rares documents qui subsistent, et j'ai trouvé notamment ces notes de travail dans lesquelles Gehry s'interroge à la fois sur la dimension des balles de foin à intégrer dans la grange, mais il y a aussi, je dirais, d'autres éléments qui sont très importants dans ce travail, c'est-à-dire l'utilisation des matériaux trouvés. Les poteaux sont des poteaux télégraphiques qui ont été trouvés sur le terrain, et finalement, quoi de plus banal dans une exploitation agricole que de trouver de la tôle. Donc c'est un projet qui est fait de matériaux trouvés, mais qui par ailleurs a aussi une géométrie tout à fait intéressante. Gehry affirmera, à partir de ce moment-là, travailler sur les matériaux à bon marché. Mais ce qui est important aussi, c'est la question de la lumière ici, la manière dont le bâtiment perçoit la lumière. Il dira que ce bâtiment vient de sa fascination pour Frank Lloyd Wright, la manière dont il jouait avec les toits
était une partie importante de son architecture. Et il continue, j'aimais la manière dont la lumière frappait la tôle ondulée et dont la pièce de métal inclinée reflétait le ciel. Elle pouvait même, à la limite, complètement se fondre avec le ciel de façon à ce qu'on ne voit pas le plan. Et ceci arriva plusieurs fois quand j'étais sur le terrain. Donc un bâtiment qui est remarquable par ses matériaux et par ses effets. Alors, la vraie rencontre de Gehry avec les artistes, elle intervient avec la maison Davis qu'il construit pour un peintre qui s'appelle Ron Davis et qui travaille beaucoup sur les questions de la perspective. Vous voyez en haut un tableau un peu plus tardif, mais dans cette veine de Davis, donc ce cube en perspective. Je le rapproche aussi d'expériences contemporaines d'Ellsworth Kelly, comme ce tableau dont la forme est trapézoïdale. Davis avait un terrain sur les pentes de Malibu face à l'océan Pacifique, et c'est sur ce terrain qu'il demande à Gehry de construire son atelier et son habitation. Dans un premier temps, Gehry sépare tous les éléments. Vous voyez ici une première maquette qui n'est pas très connue, dans laquelle on voit comment Gehry sépare la maison, d'abord le garage, la maison, l'atelier, et vous voyez aussi le langage qu'il utilise, qui est un langage géométrique assez simple. Il s'agit d'un prisme qui n'est en aucune manière déformé, mais déjà dont on perçoit qu'il s'agit d'un grand conteneur à l'intérieur duquel la maison est composée de volumes isolés. C'est le moment aussi, je parlais de New York et du Jewish Museum, mais c'est aussi le moment où Gehry commence à fréquenter les artistes de New York et visite les lofts, les premiers lofts de Soho, dans lesquels les artistes construisent ce genre d'habitacle au milieu de grands volumes. Ce qui est important, c'est le travail sur la perspective, qui est plus, je dirais, perceptible au travers des récits qu'au travers des croquis. Gehry explique j'ai fait une maquette du site, sans doute celle qu'on a vue auparavant, et j'ai commencé à jouer avec la perspective. Je me suis attaché à ce que le site, le terrain et le bâtiment deviennent une entité sculpturale. Alors, Davis dira à ce moment-là aussi que la forme de l'atelier a dérivé d'une de mes peintures où la perspective classique impliquant l'utilisation de points de fuite comme des voies de chemin de fer diminuant avec la distance était présente. Nous avons travaillé de façon très étroite de ce point de vue-là. Alors Gehry explique ce travail sur la perspective que l'on va percevoir dans les déformations, vous voyez, du volume de la maison, tel qu'il va essayer de les penser. Et il explique ainsi le passage de l'orthogonalité à la perspective est venu de Davis parce qu'il faisait des peintures qui étaient des constructions en perspective. J'étais fasciné par le fait qu'il pouvait les dessiner, mais qu'il ne pouvait pas les faire. Il ne pouvait pas les transformer en objets tridimensionnels. J'ai décidé d'utiliser la maison pour lui apprendre à le faire, mais je n'ai pas réussi. J'ai mis des points de fuite sur le mur, on n'a malheureusement pas de photo de cela, sur le mur de l'atelier, avec un crayon, et j'ai pris des ficelles et je les ai attachées à la maquette du terrain, au centre de la pièce. Quand j'ai commencé à déplacer les points de fuite, cela faisait d'étranges dessins dans l'espace. J'ai relié ces dessins avec les lignes qui étaient dans ces dessins, et j'espérais qu'il aurait compris, mais il n'y arriva pas. Donc, un exercice très complexe de construction perspective qui va aboutir à fabriquer une maison que vous voyez ici, qui est une maison dans laquelle les déformations de la grange de San Juan Capistrano se retrouvent à nouveau. Le toit, ce n'est pas un toit qui a une rive haute parallèle au sol, mais la rive haute est inclinée ici, donc le toit se déplace de cette manière. Je reviens brièvement sur le projet. Donc, il va être conçu comme une espèce de boîte dépliée
chaque façade étant travaillée de manière particulière dans sa géométrie. Vous voyez ici le terrain initial qui avait en forme de crosse de hockey pour faire référence à un sport auquel Gehry est très attentif. Et vous voyez ici une autre idée très importante donc, à l'intérieur de ce trapèze qui forme le plan de la maison, qui est l'idée proche des lofts de New York que la maison à l'intérieur est une sorte de village qui est appelé à se développer au fil des années. Ateliers, habitations, et progressivement par la création de niveaux et d'ateliers, l'ensemble devient un volume beaucoup plus complexe. C'est ce que Gehry met en place, et à nouveau, il le fait, pour la première fois sans doute de manière déterminée, il le fait en travaillant de façon tout à fait novatrice avec la charpente en bois, avec le frame. Vous le voyez ici sur le chantier en bas, vous le voyez en train de travailler sur la maquette à gauche, en haut à gauche et sur le chantier. C'est l'utilisation de cette structure extrêmement économique qui va lui permettre de réaliser un bâtiment dont la forme est une forme tout à fait surprenante, qu'il soit encore nu ou qu'il soit habillé par cette tôle ondulée dont vous avez donc vu le parcours depuis les galeries du LACMA sur les bâtiments agricoles de San Juan Capistrano et finalement à Malibu. Important ici de voir l'intérieur, donc ce croquis de Gehry qui montre cette idée d'une sorte de village posé sous un toit dans lequel se pose l'artiste. Une photo peut-être plus explicite encore, donc la liberté de la structure en bois du toit, de la structure en bois des passerelles et des cloisons qui étaient faites pour être mobiles. Illusion très souvent que celle des projets flexibles et mobiles, les cloisons étaient censées être déplaçables. Alors je voudrais terminer sur une autre rencontre entre Gehry et les artistes, qui est un échec cette fois-ci. Il n'y a pas que des histoires heureuses, c'est la rencontre avec Ed Ruscha, qui était déjà devenu un artiste assez fameux dans les années 60. Ruscha avait notamment commencé à publier une série de petits livres avec ses photos. Ici, les appartements de Los Angeles, dans lesquels figurent des bâtiments semblables à ceux que j'ai évoqués au début, mais il y a aussi le premier sur 26 stations d'essence, qui est extrêmement important, un autre sur les parkings de Los Angeles, que Banham va utiliser beaucoup. Donc Ruscha est un observateur du vernaculaire de Los Angeles. Et Gehry travaille sur ce vernaculaire de Los Angeles, notamment sur la boîte bête dont j'ai parlé, sur les matériaux à bon marché. Donc on aurait pu penser qu'ils avaient tout pour s'entendre. Eh bien, les choses ne se sont pas passées comme ça. À ce que Gehry m'a raconté, sans que Ruscha ne le démente. Ici, j'ai trouvé dans les archives cette planche contact qui nous montre Gehry et Ruscha partant en expédition à 29 Palms, qui est un oasis situé au-dessus de Palm Springs, à 100 km à l'est de Los Angeles, pour voir un terrain qu'avait Ruscha. Et Ruscha demande à Gehry de lui faire une maison. Gehry commence à travailler sur cette maison. Vous voyez ce plan en L avec une pièce, un séjour ici et une cheminée avec une certaine fluidité des espaces. Bon, c'est un garage habituel, donc la maison est assez simple, et c'est d'ailleurs le seul croquis qui reste. Mais les deux compères se disputent, et Gehry dit à Ruscha, mais au fond, tu n'aimes pas vraiment l'architecture. Et Ruscha lui répond, non, pas du tout. Alors, que veux-tu? Et Ruscha lui dit, au fond, mon rêve, ce serait une simple maison de western, donc une maison de base, de lotissement, sur laquelle il y aurait un crochet à côté de la porte pour que je puisse attacher mon cheval le soir. Gehry répond, je ne sais pas faire ça, mais je t'aiderai à faire ton projet. Et donc, ce que vous voyez en bas, c'est le plan d'exécution qui a été réalisé par l'agence de Gehry, à partir des idées de Ruscha, sans que le projet soit attribuable à Gehry. Alors, il y a un dernier bâtiment dont je voulais parler, mais je le ferai extrêmement rapidement,
mais c'est important quand même. Dernier bâtiment aussi lié à la commande des artistes. C'est un bâtiment qui n'est pas fait pour un artiste particulier, mais pour une société de production de multiples, Gemini GL, aussi sur Melrose Avenue. Gehry travaille tout d'abord à rattacher, à aménager un bâtiment existant, puis construit un deuxième bâtiment, et surtout il travaille sur la liaison entre ces deux bâtiments. Et la raison voici la maquette du nouveau bâtiment, dans lequel vous voyez que la géométrie de l'ossature en bois contredit celle du volume. Donc vous voyez que le système qui était déjà en train de se vriller, de se tordre chez Ron Davis devient infiniment plus complexe ici. Et c'est ce que révèle notamment le travail sur la jonction entre les deux bâtiments. Donc vous voyez, dans ces bâtiments, l'ossature n'est plus simplement déformée, elle devient, je dirais, protagoniste, elle devient active dans le projet, elle vient contredire, elle vient perforer et mettre en cause les volumes mêmes du bâtiment. Et c'est ce que montrent à la fois ces dessins, la mise au point de cette intersection en volume, et les images qui nous montrent comment, depuis la rue, depuis Melrose, on voit cette ossature à travers les verrières, et comment, depuis l'intérieur des ateliers, c'est toujours cette traverse japonaise réinterprétée, mais surtout une ossature qui est en train de s'émanciper. Et c'est ce qui marquera les observateurs. Et je terminerai sur cet article sur lequel je reviendrai, à la recherche d'une architecture hors des règles, en 1976, la grange de San Juan, la maison de Ron Davis. C'est avec ces projets que Gehry commence à se poser, à se situer de façon marginale et critique par rapport à la production qui l'entoure. Merci.